Si Monsieur Kern veut bien venir se rasseoir. Ouais. Bien, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers collègues, mesdames et messieurs les conseillers, je vous souhaite la bienvenue au Sénat. Je suis très heureux de démarrer les travaux de notre commission cette année avec vous, après avoir entendu tout à l'heure votre collègue belge nous exposer les priorités de ce semestre de présidence tout particulier, puisqu'il clôt un cycle européen et en prépare un nouveau qui s'ouvrira après les élections européennes de juin prochain. Depuis le déclenchement de l'agression russe en Ukraine, il y a bientôt 2 ans, et plus encore depuis les décisions historiques des Conseils européens de juin 2022 et de décembre dernier, l'Union européenne se trouve à un tournant majeur de son histoire où se profile un nouveau grand élargissement, 20 ans après celui de 2004. Dans ce contexte géopolitique nouveau pour l'Union et pour chacun de ses États membres, il m'a paru particulièrement utile de vous inviter dans ce format collectif inédit à éclairer notre propre réflexion sur les enjeux de ce nouvel élargissement et sur les réformes à préparer en conséquence pour l'Union européenne. Car je suis convaincu que l'un ne va pas sans l'autre. Et les échanges que nous venons d'avoir avant-hier à Namur, dans le cadre de la COSAC des présidents, me renforcent dans cette conviction. Si nous voulons que l'entrée dans l'Union européenne de nouveaux États membres apporte plus de puissance à l'Union comme à ses membres, il nous faut réformer l'Union et ses politiques. Nous devons absolument éviter qu'élargissement rime avec affaiblissement. L'élan vers l'élargissement se nourrit de considérations géopolitiques évidentes dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais il ne peut, selon moi, ignorer la nécessité en parallèle de mettre l'Union en capacité d'intégrer de nouveaux membres, potentiellement jusqu'à 8, voire 10, avec la Géorgie désormais, et un jour peut-être le Kosovo. Puis-je rappeler ici le constat du groupe des 12 experts franco-allemands qui ont planché sur ce sujet. Notre commission a auditionné en novembre dernier, peu après la déclaration de Grenade, les 2 co-rapporteurs de ce groupe. Je les cite, « L'Union européenne n'est pas encore prête à accueillir de nouveaux membres, ni sur le plan institutionnel, ni sur le plan politique. » Or, l'Union européenne a cependant fait un choix stratégique définitif en ce sens, selon le langage du Conseil du 13 décembre dernier. Le Conseil européen des 14 et 15 décembre n'a pas omis, dans ses conclusions, de compléter ce choix stratégique en appelant l'Union européenne aux réformes nécessaires qu'elle-même doit mener parallèlement aux réformes politiques, juridiques, économiques et sociales requises pour les pays candidats. C'est le 4e critère de Copenhague, parfois passé sous silence, mais qui a autant d'importance que les autres, la capacité d'absorption de l'Union européenne. S'il revient aux gouvernements, aux exécutifs et aux institutions européennes de prendre leurs responsabilités à chacune des nombreuses étapes qui jalonnent le processus d'adhésion, ce sera au peuple et au Parlement qui les représentent en dernier ressort, aussi bien dans les États membres que dans les États candidats, de se prononcer sur l'entrée de nouveaux États membres dans l'Union. C'est dire la valeur que nous attachons à notre dialogue d'aujourd'hui pour tenter d'appréhender les positions et sensibilités de chacun des États membres que vous représentez sur ces questions majeures. Vos collègues ambassadeurs d'Ukraine, de Moldavie et de Géorgie à Paris nous ont présenté le 30 novembre dernier, sous ce format, séparément, les efforts et les aspirations de leurs pays respectifs. Nous n'oublions pas, bien sûr, les pays des Balkans occidentaux auxquels nous sommes très attentifs, avec notamment Marta Sidrac en particulier, qui est rapporteur avec Claude Kern et Didier Marie sur l'élargissement, et elle est aussi présidente du groupe d'amitié avec les pays de cette région. À vous la parole à présent, représentants des États membres de l'Union européenne, pour nous exposer brièvement votre vision, celle de vos capitales, voire celle de vos peuples, sur ce défi majeur pour notre Europe, qui devrait être, selon nous, au premier plan des thèmes de campagne pour les prochaines élections européennes. Je le clame depuis des mois. Je rappelle que notre réunion fait l'objet d'une captation audiovisuelle. Vous connaissez la règle du jeu.
Elle vous a été préalablement remise, certes sévère, mais vous verrez la frustration qu'ont les élus, les parlementaires de s'exprimer que... alors vous avez beaucoup de chance parce qu'on a dit entre 2 et 3 minutes. Nous, quelquefois, à la COSAC notamment, c'est 1 minute, voire 90 secondes, et dire beaucoup de choses en 1 minute. Mais finalement, vous savez, je crois qu'en restreignant ces temps, on dit l'essentiel. Vous disposez donc de 2 minutes ou 3 pour un premier tour de table. Cela doit permettre ensuite à nos 3 rapporteurs de vous interroger tout aussi brièvement, puis à l'Assemblée de nos collègues d'échanger avec vous. Quant au tour de parole, je vous prie de ne pas en tenir rigueur si je passe outre certaines questions protocolaires en proposant de donner d'abord la parole aux représentants des membres les plus récents de l'Union européenne, puis au sein d'un groupe de pays ayant rejoint l'Union en même temps, plutôt que de suivre l'ordre alphabétique. Votre collègue croate nous rejoindra ensuite. Nous allons donc commencer par la Bulgarie, qui est entrée en 2007, puis nous poursuivons. D'accord. Ah, d'accord. On m'annonce que l'ambassadrice de Roumanie est souffrante. Donc, d'abord, bien sûr, la parole à la Bulgarie. Monsieur Emil Kazakov est devenu membre de l'Union européenne au 1er janvier 2007 et a présidé le Conseil dès le premier semestre en 2018 avec le slogan « L'Union fait la force ». Elle s'est rapidement intégrée à la plupart des politiques européennes. Nous connaissons l'attention particulière que vous portez aux Balkans occidentaux et à l'Ukraine. Donc, monsieur l'ambassadeur, nous vous écoutons. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs sénateurs, chers collègues, je me souviens très bien la date du 1er janvier 2007. J'étais à Bruxelles à cette époque, en poste auprès de l'Union européenne, de la mission bulgare auprès de l'Union européenne. Donc, 17 années se sont déjà écoulées de ce moment. La Bulgarie n'est pas un membre aussi récent que ça, en fait. Mais, chronologiquement parlant, et c'est exact, nous, avec la Roumanie et la Croatie, sont les derniers membres de l'Union européenne. Donc, je voudrais commencer par notre attitude envers l'élargissement. La Bulgarie, en tant qu'un pays faisant partie à la fois des Balkans et de la région de la mer Noire, soutient bien sûr le but stratégique de l'adhésion des pays des Balkans occidentaux et des 3 pays associés, Ukraine, Moldavie et Géorgie, à l'Union européenne. Donc c'est une nécessité stratégique qui est encore plus bien exprimée dans l'actuel contexte géopolitique, qui est déterminé par la guerre d'agression de la Russie, notamment contre l'Ukraine. En même temps, nous soutenons aussi la position qu'il faut aussi regarder le principe des mérites propres en évaluant le progrès des pays candidats envers leur adhésion. C'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas perdre de notre attention. Il y a peut-être d'autres conditions qui sont importantes d'être prises en compte. C'est bien sûr l'alignement de ces pays candidats aux politiques communes de sécurité extérieure et de sécurité, aussi bien les réformes dans le domaine des droits fondamentaux, les droits des minorités nationales, l'état des droits, les relations de bon voisinage. Donc voilà sur le paquet élargissement. Avant de procéder à l'élargissement, nous attendons avec beaucoup d'impatience le rapport de la Commission qui devrait être sorti pendant le 2e trimestre de cette année sur l'impact, l'analyse de la Commission sur l'impact de l'élargissement sur les politiques et sur le budget de l'Union européenne. Donc, nous considérons aussi qu'il y a beaucoup de choses à considérer dans ce contexte. Il y a des possibilités qui déjà existent afin d'améliorer la décision de prise de décision de l'Union européenne dans le cadre de traité.
nous sommes sur la ferme conviction qu'il serait contre-productif à ce moment même de rouvrir les traités. Ça serait beaucoup plus opportun de chercher des possibilités de flexibilité dans le cadre existant légal de l'Union européenne. Il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de l'abstention constructive, il y a les clauses passerelles, il y a d'autres possibilités. Et je voudrais finir par le fait que, en fait, nous avons en face deux processus d'importance fondamentale. Le processus d'élargissement et le processus d'approfondissement de l'Union européenne. La tâche de les mener à bien va déterminer le rôle géopolitique de l'Union européenne dans les décennies qui viennent. Merci beaucoup. Merci, ambassadeur. Alors, donc, comme l'ambassadrice de Roumanie est absente et que je vous ai donné les raisons pour lesquelles les Chypriotes aussi... alors, on a les Chypriotes qui sont chez le président, hein, c'est ça, oui. Ouais. Et donc, je vais donner tout de suite la parole à monsieur l'ambassadeur de Hongrie, donc monsieur Georges de Habsbourg-Lorraine, pour représenter ici non seulement l'illustre famille qui marqua profondément l'histoire de l'Europe, mais aussi le pays qui a rejoint l'Union européenne en 2004 et vers lequel tous les regards se tournent aujourd'hui, lorsque les chefs d'État ou de gouvernement doivent à l'unanimité s'entendre sur l'élargissement, notamment, ou le soutien de l'Ukraine en particulier. Donc merci de nous faire part de nos points de vue, cher monsieur l'ambassadeur, et bienvenue à nouveau au Sénat. Merci beaucoup, monsieur le Président. C'est un plaisir d'être de nouveau au Sénat. Je voudrais vous remercier profondément pour votre initiative, ainsi que pour la possibilité d'aborder ces questions stratégiques pour l'Europe et pour la présidence hongroise du Conseil de ce juillet. D'après notre expérience, certains des plus grands conflits internationaux ont commencé dans les Balkans. Il est donc très important que nous soyons conscients de l'histoire. C'est la raison principale pour laquelle la Hongrie a toujours soutenu la politique d'élargissement. Après l'agression russe en Ukraine, de nombreux États membres, auparavant réticents, ont compris que l'élargissement était une nécessité géopolitique, surtout pour l'Ukraine. C'est bien sûr vrai, mais cet aspect ne concerne pas seulement l'Europe de l'Est. Il nous paraissait évident depuis des décennies que si l'Union européenne s'abstenait d'intégrer les Balkans, ces pays se tourneraient vers d'autres acteurs comme la Russie ou la Chine. Par conséquent, il est impératif que l'intérêt des Balkans occidentaux à rejoindre l'Union européenne soit maintenu. La présidence hongroise du Conseil vise à accélérer le processus de l'élargissement. Nous nous déjà engageons à aider nos partenaires, également par nos experts en intégration, à remplir les critères nécessaires à l'adhésion. Notre présidence vise à organiser un sommet de la communauté politique européenne et un sommet Union européenne-Balkans occidentaux. Cependant, il est essentiel de maintenir un équilibre entre les partenaires qui travaillent depuis des années à l'adhésion à l'Union européenne, comme les Balkans occidentaux, et les partenaires relativement nouveaux, nos voisins orientaux. Nous pensons que lors des processus d'adhésion, le principe du mérite doit s'appliquer. Un cadre d'institutionnalisation bien étalé doit pouvoir veiller à ce que ce principe soit appliqué. L'adhésion des Balkans occidentaux est une affaire inachevée depuis plus de 20 ans. De ce point de vue, l'idée d'une intégration progressive ne peut pas devenir une alternative à l'élargissement. En ce qui concerne l'Ukraine, nous estimons que la décision d'ouvrir les négociations était prématurée. Étant donné que l'élargissement est fondé sur le mérite et juridiquement très structuré, nous attendons que Kiev remplisse toutes les conditions nécessaires pour ouvrir les négociations. C'est pourquoi nous avons trouvé une solution constructive lors du dernier Conseil européen, quand il était devenu évident que l'Ukraine ne parvenait pas à remplir toutes les conditions à ce stade. Selon le rapport de la Commission, les conditions suivantes n'ont pas encore été mises en œuvre par Kiev. L'Ukraine doit renforcer davantage la lutte contre la corruption.
L'Ukraine devrait limiter l'influence excessive des oligarques dans la vie économique, politique et publique. Et le gouvernement doit finaliser la réforme du cadre juridique pour les minorités nationales, comme recommandé par la Commission de Venise. La Hongrie fera une attention particulière à ce que l'Ukraine garantisse pleinement les droits des minorités nationales et également mette en œuvre toutes les recommandations pertinentes de la Commission de Venise. De notre point de vue, il est indispensable que le droit de la minorité hongroise en Ukraine soit restauré tel qu'ils étaient avant 2015. Donc, nous ne demandons pas des mesures sans précédent, mais un retour aux droits déjà acquis avant 2015. Nous sommes prêts à aider l'Ukraine à devenir capable de remplir ces conditions. Quant à la réforme de l'Union européenne, avant de parler de tout changement institutionnel, nous devrons examiner les effets sur les politiques de l'Union européenne, y compris le budget, l'agriculture, le marché intérieur et la cohésion. Néanmoins, si nous parlons des questions institutionnelles, les intérêts de chaque État membre devront être respectés, surtout dans ces domaines stratégiques. Je finis tout de suite. La Hongrie préfère des solutions politiques aux solutions procédurales parce que c'est une condition fondamentale pour l'égalité des États membres. Le maintien du consensus dans les domaines stratégiques est donc essentiel. Je reste avec ça. Merci. L'exercice n'est pas facile. Hein. Vous voyez comment les parlementaires souffrent. Mais j'ai essayé de finir dans 3 minutes. Comment ? Oui, ce que je dis aussi, toute contribution écrite, bien sûr, nous pourrons les intégrer à notre travail. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur le chef de mission adjoint, Monsieur Jan Skevis-Petusko. Votre pays, la Lettonie, a également rejoint l'Union européenne en 2004 avec les 2 autres pays baltes, et il est aujourd'hui un ardent défenseur de l'élargissement et de l'aide à l'Ukraine en particulier. Donc, quel est le point de vue depuis Riga? Et je demanderai à Monsieur l'ambassadeur de Lituanie de se préparer pour la suite. Merci, mesdames et messieurs les sénateurs. C'est vraiment un plaisir et grand honneur pour moi d'être ici. Mon ambassadeur est toujours aujourd'hui à Grenoble, c'est pourquoi il ne pouvait pas venir. Donc, s'il s'agit de nos sujets, de la discussion, bon, cette année, c'est le 20e anniversaire que la Lettonie est devenue le pays membre de l'Union européenne, mais en fait, le processus très important est commencé en fait avant, avec l'accession, les négociations sur l'accession de la Lettonie dans l'Union européenne. Il s'appelle européanisation, Europeanization de pays. C'est un processus très compliqué, un peu, mais aussi très motivant de devenir renforcer la défense de nos valeurs communes. C'est pourquoi, donc, bien sûr qu'on soutient l'élargissement de l'Union européenne. Et maintenant, notre point de vue, c'est que, bien sûr, qu'il faut que l'Union européenne s'adapte à cette nouvelle situation avec le pays membre, peut-être 35 par exemple. Mais on voit qu'on peut s'adapter en même temps avec ce processus de l'accession. Et s'il s'agit de changement de traité possible, donc là je suis d'accord avec monsieur l'ambassadeur de Bulgarie, qu'en fait pour l'instant peut-être ça ne sera pas tout à fait productif de commencer les négociations très compliquées. Parce qu'on voit qu'il y a des possibilités dans le traité actuel qu'on peut utiliser. Je ne sais pas s'il s'agit de vote, la clause passerelle, par exemple. Donc, en fait, c'est en bref la position lettonne. Merci beaucoup. Pardon. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Donc, je vais passer maintenant la parole à Monsieur l'ambassadeur de la République de Lituanie, Monsieur Alexis Junas. Votre pays a fait de l'élargissement une priorité politique, géopolitique et de sécurité majeure. On l'a encore entendu à la COSAC de la part de mon ami Radvillet, qui est notre homologue au Parlement
au Parlement lituanien. Donc voilà, confirmez-nous ce point de vue que nous avons souvent entendu, mais en tout cas, Merci, Monsieur le Président, et, Mesdames et Messieurs les sénateurs. C'est un grand plaisir pour commencer l'année avec mes vœux pour cette année, mais aussi avec la discussion sur l'Europe, sur l'élargissement. Brièvement, parce que c'était déjà beaucoup de choses ont été déjà discutées et exprimées par mes collègues, mais 3 points peut-être. Le premier point de notre côté, pour nous, l'élargissement, c'est une possibilité. Vraiment, c'est une possibilité pour renforcer l'Europe, pour avoir l'Europe plus large, pour avoir cette peut-être partie géopolitique, élément géopolitique très, très important dans ce contexte géopolitique très compliqué. Pour nous, c'est une opportunité, possibilité. Aussi, l'élargissement, c'est une possibilité pour réformer l'Union européenne. Parce que j'ai passé 8 années à Bruxelles. Je sais très bien que c'est juste après la crise, après la pression, l'Europe devient plus forte. L'Europe fait les réformes nécessaires. Ce n'est pas que dans la période tranquille que l'Europe bouge. Et pour moi, cet élargissement, cet défi devient possibilité pour l'Europe se réformer. Et aussi, c'est une possibilité pour réformer les pays candidats. Parce que c'est une vraiment possibilité pour reconstruire l'Ukraine européenne, pour reconstruire l'Ukraine dans la nouvelle méthode. Et c'est vraiment une opportunité pour faire l'impact de l'Union européenne dans notre voisinage. Deuxièmement, je pense que la Lettonie, peut-être, c'est la meilleure preuve de réussite de la politique d'élargissement. Comme nous aimons beaucoup les chiffres, je voudrais juste partager peut-être quelques chiffres. J'ai regardé le dernier sondage de Eurobaromètre sur l'opinion publique en ce qui concerne l'Europe. Pour moi, c'est une des chiffres très importants, c'est la confiance dans l'Union européenne. Et les sondages donnent les résultats que 63% Letoniens ont la confiance dans l'Union européenne. C'est la 3e place dans l'Union européenne, après Danemark, après Suède. Et pour moi, c'est une explication pourquoi les Letoniens sont vraiment si engagés pour l'élargissement, parce qu'il y a un soutien pour notre peuple, nos citoyens, pour cette politique. Deuxième chiffre très important, quels sont les pays les plus optimistes en ce qui concerne l'avenir de l'Europe. Et c'est aussi la Lettonie entre les premières. C'est 76% Lettoniens sont optimistes en ce qui concerne l'avenir de l'Europe. Et je pense que ça aussi un chiffre très, très important. Et peut-être le dernier chiffre pour vous, transformation économique. J'ai regardé peut-être élément très important, c'est PIB par habitant. Quel était le PIB par habitant de Lettonie 2004? Et c'était 46% de moyenne européenne. Et quel est le PIB par habitant maintenant? C'est 90%. Donc nous avons fait pendant les 20 dernières années un progrès économique incroyable. Et je pense que c'est aussi une preuve que la politique d'élargissement pour nous donner ce cadre de réforme, cette motivation pour réformer notre pays. Donc quand on parle sur la politique d'élargissement, je pense qu'il faut être plus optimiste. Il faut aussi avoir plus de confiance sur notre capacité pour trouver les solutions nécessaires pour réformer l'Union européenne. Comme j'ai passé 8 années dans les discussions à Bruxelles, j'étais le premier représentant de Lettonie dans le groupe de travail d'élargissement en 2004. Et je me souviens, je connais très bien qu'il y a déjà beaucoup d'outils pour faire les conséquences de l'élargissement acceptables. Il y a beaucoup de possibilités, je ne sais pas, période transitoire, opt-out, il y a des exceptions. Donc c'est vraiment, il y a des outils que l'Europe peut utiliser pour vraiment faire les conséquences acceptables pour nous. Donc d'être plus optimiste et avoir plus de confiance. Et donc, si j'ai bien compris, pas de transformation des traités dans le viseur. Les traités donnent beaucoup de possibilités. Ce n'est pas qu'on a utilisé déjà toutes les potentialités. Je ne faisais que de confirmer votre pensée. Je vais passer la parole maintenant à M. Claude Bonello de Malte. Vous êtes représentant adjoint de la République de Malte à Paris. Le chemin vers l'adhésion de votre pays ne fut pas un long fleuve tranquille, puisqu'il mit 17 ans à être parcouru. Donc, quelle est aujourd'hui la vision maltaise de l'élargissement avec, rappelons-le quand même, une présidente du Parlement européen qui est maltaise, hein.
Oui, Monsieur le Président, distingué invité, chers collègues, merci beaucoup tout d'abord pour nous donner l'occasion d'échanger nos points de vue sur ces sujets très importants. En effet, comme mes collègues ont déjà dit, en cette période critique pour l'avenir de l'Union européenne, l'élargissement est un sujet important et sensible, susceptible de façonner les trajectoires de l'Union pour les décennies à venir. Malte aussi soutient un processus d'élargissement fondé sur le mérite et continue à soutenir tous les partenaires dans le parcours vers l'adhésion. Nous voulons que l'élargissement reste crédible, prévisible et fermement ancré dans la méthodologie révisée et mettant l'accent sur les réformes fondamentales en intégrant le principe de réversibilité. L'élargissement concerne les citoyens, l'avenir des générations futures, et de l'avenir de l'Europe. Ainsi concerne le processus de réflexion sur les réformes internes de l'Union européenne. Ce processus et le processus d'élargissement doivent suivre deux voies distinctes mais parallèles, comme mes autres collègues ont déjà dit aussi. Nous attendons avec grand intérêt aussi une réflexion objective et réaliste qui poserait les bases d'un éventuel processus qui s'éteindra à qui c'est vraiment nécessaire. Ceci est d'autant plus important qu'il semble y avoir une idée reçue sur le fait que les traités actuels sont à l'épreuve de l'élargissement. Nous devons veiller aussi à ne pas entamer les discussions sur les réformes avec des solutions ou des échéances préconçues. À cet égard, nous attendons avec impatience la contribution de la Commission européenne aussi. Notre position est bien connue. Nous ne sommes pas favorables au lancement des discussions institutionnelles qui ne cessent de diviser et qui ne risquent de ne pas aboutir, et nous ne voulons pas de discussions précipitées. Pour nous, la priorité absolue est de veiller à ce qui concerne notre unité, notre cohésion et notre représentativité reste constante. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je vais passer maintenant à la Pologne, avec Monsieur Wisław Tarka, qui est chef de mission adjoint de l'ambassade de Pologne, pays auquel nous lient des liens anciens, très étroits et très forts, pays moteur pour l'élargissement et la sécurité de l'Union européenne, qui vient de connaître un changement politique important. Quel sens dans sa double acceptation de direction et de signification les autorités polonaises entendent aujourd'hui donner à la politique d'élargissement de l'Union européenne? C'est à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci pour nous accueillir ici. Pologne, nous apprécions la décision prise par le Conseil européen de lancer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Cette décision doit être mise en œuvre. Un screening devrait être organisé dans les semaines à venir. Nous attendons de la Commission qu'elle fournisse bientôt aux États membres un projet de cadre de négociation. Les négociations d'adhésion seront complexes et difficiles dans de nombreux domaines, notamment économiques. Les deux parties doivent être bien préparées afin de s'assurer que l'élan n'est pas perdu lorsque le pourparleur entre dans le détail. Les perspectives d'adhésion à l'Union européenne sont importantes pour l'Ukraine, mais le pays doit survivre à la guerre et nous devons donc prendre une décision sur l'aide financière. Les autorités ukrainiennes préparent un plan pour l'Ukraine. La reconstruction devrait être liée au processus d'adhésion à l'Union européenne. Toute considération éventuelle sur les réformes internes de l'Union européenne devrait faciliter le processus d'élargissement et non l'interdire ou le retarder. Et sur le Balkan, nous comprenons que les États des Balkans s'inquiètent d'être laissés pour compte dans le processus d'intégration de l'Union européenne, une fois que l'Ukraine et la Moldavie ont posé avec succès leur candidature à l'adhésion à l'Union européenne. Nous voulons les assurer qu'il n'y a pas de concurrence entre le pays candidat.
le pays des Balkans occidentaux revêt une importance stratégique pour la Pologne, tout comme pour l'ensemble de l'Union européenne. Nos objectifs sont clairs et découlent de l'agenda de Thessalonique. La Pologne soutient sans équivoque l'élargissement de l'Union européenne, car nous savons que la perspective européenne est un catalyseur des réformes transformatrices. L'une des conditions du processus d'élargissement de l'Union européenne reste l'alignement des politiques étrangères de pays candidats sur la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. La stabilisation durable de la région des Balkans occidentaux est cruciale pour la sécurité de l'ensemble de la zone euro-atlantique. Nous pensons donc qu'il est nécessaire de manifester la présence et l'intérêt constant de l'OTAN dans la région. Nous sommes favorables à la poursuite de l'intégration de la région dans l'Alliance sur la base du modèle privilégié par nos partenaires, qu'il s'agisse des aspirations bosniaques à l'adhésion ou du partenariat avec la Serbie. Des outils hybrides, amplifiés par la puissance des technologies modernes et des médias sociaux, sont utilisés par des acteurs agressifs, dont la Russie et la Chine, pour accroître la polarisation politique et remettre en cause la cohésion institutionnelle d'États indépendants. La manipulation d'informations par des acteurs étrangers peut nuire aux priorités de notre politique étrangère et de sécurité dans la région des Balkans occidentaux. Il est donc nécessaire de soutenir le journalisme indépendant et encourager l'éducation aux médias dans la région. En outre, une double approche est nécessaire. Promouvoir une information non faussée, d'une part, et soutenir le Stratcom national et le renforcement des cybercapacités dans la région, d'autre part. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à M. Jan Sot, qui est ambassadeur de la République slovaque à Paris, nouvel ambassadeur, m'a-t-il dit. Votre pays a connu une amélioration importante de son niveau de vie, de sa croissance économique et de sa stabilité depuis 20 ans qu'il a rejoint l'Union européenne. Votre pays est aussi une force de proposition en matière d'élargissement et de réforme de l'Union européenne. Nous sommes ravis de vous entendre, Monsieur l'ambassadeur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Monsieur le sénateur, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette initiative très intéressante et agréable. Je suis d'accord avec ceux qui disent que l'élargissement et la réforme de l'Union européenne sont vraiment les défis principaux pour nous tous pour les années à venir. Le monde aussi que la géopolitique sont en train de changer radicalement et nous devons y réagir. L'élargissement et le renforcement de l'Union européenne doivent faire partie de ce processus, même si ce n'est pas facile. Cependant, le cours de l'histoire dépend des actions des gens, de notre activité. Il n'est pas prédestiné. C'est ce que nous devons nous rappeler sans cesse. Si nous voulons avoir une Europe stable, forte, unie et coopérative, cela ne sera pas possible sans les pays des Balkans occidentaux et les pays de l'Europe de l'Est. Si nous investissons pas d'efforts et de ressources dans ces pays, nous perdrons complètement la confiance de leur peuple et l'espace géopolitique sera occupé par autre puissance. Cela ne signifiera pas la paix et la prospérité pour notre Europe. La Slovaquie a toujours soutenu la politique de l'élargissement de l'Union européenne et nous apprécions les progrès de ces derniers mois dans ce domaine-là. Nous sommes bien sûr lucides en ce qui concerne la nécessité pour l'Union, mais aussi pour les pays candidats, de bien se préparer à la perspective d'adhésion, y compris mener des réformes nécessaires. Nous sommes convaincus que le processus d'élargissement doit être fondé sur mérite, les pays candidats adhérents, dès qu'ils soient prêts. Il est important aussi, selon nous, que l'Union européenne maintienne une approche symétrique et équilibrée envers les deux régions. Le sud-est, ça veut dire Balkans occidentaux, et l'est, trio des pays Ukraine, Moldavie et Géorgie. C'est essentiel en termes de crédibilité de la politique d'élargissement de l'Union. Le concept d'intégration progressive ou adhésion graduelle de nouveaux pays membres à l'Union
a le potentiel de préparer au mieux les pays candidats à leur future adhésion en les engageant dans une coopération aussi étroite que possible avec l'Union européenne avant leur entrée dans l'Union. De surcroît, elle rend tangible leur perspective européenne, ce qui constitue la meilleure motivation pour les efforts de réforme. Mesdames, Messieurs, le processus d'élargissement et le processus de réforme devaient aller au pair de ne pas se conditionner l'un l'autre. L'Union doit être prête à l'élargissement le plus tôt possible. Et pour conclure, je voudrais souligner que tout effort visant à rationaliser le processus décisionnel de l'Union doit garantir qu'aucun État membre ne perde sa voix, voire vote. La Slovaquie voit une marge de flexibilité dans le cadre actuel des traités pour procéder à ces ajustements. Pour l'instant, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de consacrer du temps et de l'énergie à la discussion sur l'ouverture des traités européens. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Madame Metka Pavic, bienvenue à nouveau au Sénat, Madame l'ambassadrice de Slovénie, qui s'est engagée fortement pour l'élargissement, en priorité aux Balkans occidentaux. Comment appréciez-vous le plan d'investissement et de croissance qui a été annoncé le mois dernier en faveur des pays de la région? Y voyez-vous justement une occasion d'avancer vers l'objectif que vous appelez de vos voeux? Merci, Monsieur le Président, et merci pour cette initiative. Bonjour à tous les sénatrices et sénateurs ici présents et mes collègues. Comme plusieurs de mes collègues ont déjà dit, à la lumière de nouveaux défis géostratégiques, de nouveaux élargissements sont devenus la priorité et la nécessité de l'Union européenne. La Slovénie est convaincue que nous devrons saisir ces moments politiques pour construire une Europe plus forte et plus unie d'ici à la fin de la décennie. Je dois mentionner que pour nous, il est important de faire un effort plus équilibré pour ne pas laisser le Balkan occidental derrière, en particulier la Bosnie-Herzégovine. Concrètement, il est clé de prendre une décision sur l'ouverture des négociations dès que possible, au plus tard en mars cette année. Notre objectif est de rendre le processus d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine irréversible, ce qui est particulièrement important dans l'environnement international actuel que mes collègues ont déjà mentionné. Nous soutenons la proposition du président du Conseil européen d'un calendrier précis, à savoir 2030. Ça donnera aux pays candidats une ligne directrice claire et une incitation à accélérer leurs réformes. Et à nous, aux États membres, cela donne le temps de se préparer, c'est-à-dire préparer les réformes internes nécessaires. Et nous attendons avec impatience la communication sur les réformes annoncées par la Commission européenne. Nous espérons que les dirigeants adoptent un accord sur roadmap pour les réformes internes d'ici l'été 2024. Dans tous les cas, les réformes internes devraient se dérouler parallèlement au processus d'élargissement. En particulier, nous pensons que le futur élargissement ne devrait pas attendre une réforme institutionnelle globale, ici je me réfère à la modification des traités fondateurs. Il est clair que l'élargissement et l'approfondissement dans certains domaines politiques devront être conclus en même temps. Par exemple, tels que le marché unique, la transition verte ou la transformation technologique et digitale. Nous sommes conscients qu'un élargissement majeur aurait des conséquences importantes sur certaines politiques et leur budget, en particulier sur la politique agricole commune et la cohésion. Et nous sommes prêts à travailler sur cette question. Sur l'efficacité de l'Union européenne, si nous voulons que l'Union européenne soit plus efficace en tant qu'acteur mondial, nous devons parler de changements dans notre processus de décision, en particulier dans le domaine de politique étrangère et de sécurité commune. La Slovénie a rejoint le groupe d'amis sur la voie à la majorité qualifiée dans le cadre del PESC
Et nous sommes très actifs dans l'exploration de différentes options qui donnent aux pays membres la garantie nécessaire et qui figurent déjà dans les traités existants. Et mon dernier point, c'est pour nous, l'état de droit est extrêmement important. C'est la base de fonctionnement de l'Union européenne. Les mécanismes de conditionnalité liés à l'état de droit devront être renforcés pour les futurs élargissements. Merci. Merci, Madame l'ambassadrice. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Tomáš Robák, premier secrétaire de l'ambassade de République tchèque. Vous êtes un expert reconnu des questions européennes. Pouvez-vous nous partager votre point de vue depuis Prague, mais depuis Paris? Merci, Monsieur le Président, chères sénatrices, chers sénateurs, chers collègues. Merci de cette occasion. Je ne suis pas ici en tant que spécialiste, je suis ici en tant que la pâle copie de mon ambassadeur, M. Fleischmann, qui est malheureusement a un empêchement médical, il ne peut pas participer à cet événement. J'aimerais dire en quelques mots la position tchèque en ce qui concerne l'élargissement. Alors, la République tchèque soutenait toujours l'élargissement de l'Union européenne pendant les années. Malgré les gouvernements successifs, c'était toujours la priorité de la République tchèque. Et nous sommes très heureux que l'année dernière, au Conseil européen de juin, de décembre, l'Union européenne a pris ces décisions historiques de lancer les débats d'adhésion avec l'Ukraine, la Moldavie. Et nous ne voulons pas laisser de côté aussi les Balkans occidentaux, parce que les Balkans occidentaux, c'était toujours la priorité de la présidence tchèque avec nos amis français et nos amis suédois. On a lancé le dialogue d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. On a réussi à donner, pendant la présidence tchèque, le statut de candidat à la Bosnie-Herzégovine et on a fait le premier pas vers la suppression des visas avec le Kosovo. Alors, nous sommes conscients que les Balkans occidentaux ne doivent pas rester une tache blanche sur la carte d'Europe, mais pour les raisons sécuritaires et stratégiques, ils doivent être partie intégrante de notre continent. Ce qui est très important, c'est de préserver l'unité de l'Union vis-à-vis de l'agression russe en Ukraine. Là, l'Ukraine doit avoir notre plein soutien parce qu'elle paye de son sang et défend son indépendance et son intégrité. Alors nous devons la soutenir par tous les moyens possibles. En ce qui concerne l'avenir de l'Union européenne, alors mon pays n'est pas partisan de la révision des traités d'adhésion, des traités fondamentaux maintenant, mais nous devons chercher plutôt les moyens, comment élargir les compétences de l'Union dans le cadre juridique actuel. Alors, c'est grosso modo les grandes lignes de la position tchèque vis-à-vis de l'élargissement. Merci. Merci bien. Je vais donner la parole à votre voisin, monsieur l'ambassadeur de Suède, Håkan Åkesson, où j'aurai l'honneur de me rendre prochainement pour accompagner le président de la République en visite d'État. C'est à la fin du mois, c'est une visite qui a été remise suite aux événements qui s'étaient produits. Nous sommes très curieux de vous entendre sur la ligne de la Suède en matière d'élargissement et de réforme, votre pays étant très engagé en faveur de la paix et de la sécurité et qui sort presque d'une présidence du Conseil de l'Union européenne. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers collègues. Merci tout d'abord à la Commission des Affaires européennes pour cette invitation et cette opportunité de discuter de deux sujets absolument fondamentaux, essentiels pour l'avenir de l'Europe.
Tout d'abord, l'élargissement de l'UE est dans l'intérêt de la Suède et de l'Union, bien entendu. C'est l'un des instruments les plus stratégiques de l'UE pour renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité de l'Union. Et nous avons un intérêt tout particulier à soutenir le rapprochement de l'Ukraine avec l'UE. Donc, nous nous félicitons de la décision lors du dernier Conseil européen d'ouvrir des négociations d'adhésion avec ce pays. Il est en même temps, et cela a déjà été mentionné par mes collègues, très important d'encourager les autres pays candidats de continuer leurs réformes pour devenir membres. Le processus d'élargissement doit être basé sur mérite. Nous sommes en même temps prêts à considérer des propositions relatives à une approche graduelle, encore une fois, pour encourager les réformes dans les pays concernés. La Suède ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier le traité pour faire face à l'élargissement. Néanmoins, mon pays est en faveur du vote à la majorité qualifiée dans certains domaines pour garantir l'efficacité d'une union élargie. Cela pourrait se faire, par exemple, dans des cas précis en ce qui concerne la politique étrangère commune relative aux droits de l'homme, aux sanctions et aux opérations civiles. En ce qui concerne la composition de la Commission, nous souhaitons conserver un commissaire par pays. Ce principe est essentiel pour la légitimité et la transparence de la Commission, ainsi que pour l'influence de tous les États membres, quelle que soit la taille du pays. Pour ce qui est de l'orientation politique de l'UE, de manière plus générale, la Suède est favorable à une concentration du travail législatif dans les domaines qui apportent une valeur ajoutée évidente. Et comme toujours, bien entendu, sur la base des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Finalement, une observation peut-être assez évidente. Nous avons pu constater que lorsque les crises frappent, les citoyens se tournent vers l'Europe. Depuis la guerre en Ukraine, le soutien non seulement à l'adhésion de la Suède à l'OTAN a basculé, comme vous le savez, mais aussi le soutien des Suédois à l'UE, qui n'a jamais été si fort. 54% en ont aujourd'hui une opinion positive, ou même très positive, ce qui fait que les Suédois se retrouvent aujourd'hui parmi les Européens les plus positifs envers l'Union. Je m'arrête là. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Wolfgang Wagner. En 1995, votre pays, l'Autriche, a rejoint l'Union européenne. Les responsables autrichiens que nous rencontrons souvent et qui, au fil du temps, deviennent des amis, sont unanimes à soutenir l'élargissement, en particulier aux Balkans occidentaux. Mais quid des réformes préalables ou parallèles du fonctionnement interne de l'Union européenne? C'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues. Je voudrais commencer déjà avec une expression que vous avez déjà mentionnée, que pour nous, pour l'Autriche, c'est surtout les pays des Balkans occidentaux qui sont les premiers qui sont devenus des candidats. Alors il est impératif, de notre point de vue, que les pays candidats des Balkans occidentaux ne tombent pas derrière en comparaison avec les nouvelles candidats comme l'Ukraine, la Moldavie ainsi que la Géorgie. Ces pays ont, grâce au traité d'association, déjà un niveau d'intégration plus élevé que les pays des Balkans occidentaux. Et du point de vue de notre gouvernement, il est impératif d'assurer une situation équitable, un level playing field, comme le dit notre ministre des Affaires étrangères. L'élargissement aux Balkans occidentaux n'a pas qu'une importance théorique. Notre intérêt pour l'Europe du Sud-Est a des raisons très concrètes. D'abord, nous avons vu déjà plusieurs fois dans notre histoire les conséquences d'une instabilité dans notre voisinage, le plus récemment au moment de la dissolution de la Yougoslavie dans les années 90. Deuxièmement, nos liens avec les pays des Balkans sont très forts. L'Union européenne dans sa totalité est au premier rang des échanges commerciaux avec les Balkans occidentaux de loin.
Et l'Autriche elle-même, avec ses entreprises, est un des premiers investisseurs dans tous ces pays, dans tous les pays des Balkans occidentaux. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait correct quand nous disons que l'Union européenne va s'élargir. En fait, l'Union européenne est déjà là. L'élargissement de l'Union européenne, ça veut dire transférer nos règles et nos valeurs chez nos partenaires, et ça, c'est vraiment une nécessité pour l'avenir. Du point de vue autrichien, il serait faux de considérer l'élargissement comme un processus purement technique. Ça fait déjà plus de 20 ans, comme c'était déjà mentionné avant par mes collègues, que nous promettons à ces pays une perspective d'adhésion et aucune date concrète n'est pas encore en vue. D'un point de vue géostratégique, nous risquons ainsi de perdre les peuples de ces pays au profit d'autres grandes puissances. Le gouvernement autrichien défend donc l'idée de prendre dès maintenant des mesures concrètes d'intégration, même si une adhésion complète n'est pas encore faisable. Notre ministre des Affaires étrangères a proposé pour cela un concept d'intégration graduelle qui était déjà mentionné par plusieurs collègues, et c'est clair et évident, comme l'a dit aussi mon collègue hongrois, que ça ne remplace bien sûr pas une intégration, une adhésion, mais c'est la première étape accélérée pour une adhésion éventuelle. Nous pouvons d'ores et déjà intégrer davantage les pays sans pour autant devoir modifier les traités. Tout n'est pas noir et blanc. L'adhésion de plein droit de tous les pays candidats reste le but, mais d'ici là, pourquoi ne pas approfondir la coopération dans des domaines où cela apporte des bénéfices mutuels? Le contexte géopolitique que vous connaissez tous nous a fait prendre conscience que les pays qui partagent notre mode de vie et nos valeurs constituent une minorité dans le monde. Il est d'autant plus important de construire et de cultiver des partenariats et alliances stables et durables, en commençant dans notre plus proche voisinage. Merci de votre attention. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je vais passer maintenant la parole à notre ambassadeur grec, Monsieur Dimitrios Zevelakis. La Grèce qui a accueilli le fameux Conseil européen de Thessalonique en juin 2003, qui a lancé et structuré la perspective européenne des Balkans occidentaux, la promesse de Thessalonique. Quel est aujourd'hui son engagement en faveur de l'élargissement et des réformes qui permettront enfin de voir cette promesse tenue? Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers collègues. Merci beaucoup pour cette opportunité de la réunion, de présenter nos idées. Donc, vous avez mentionné, Monsieur le Président, les Balkans. Donc, comme vous l'avez suggéré, la Grèce a toujours été à l'avant-garde des efforts visant à l'intégration européenne des Balkans occidentaux. Nous pensons que leur adhésion à l'Union profitera aux deux parties. Nous appelons à l'accélération de la perspective européenne dans les Balkans occidentaux, notamment en faisant progresser la mise en œuvre d'une intégration progressive fondée sur le mérite et réversible sur la voie de l'adhésion à part entière. Aussi, en ce qui concerne les récentes décisions du Conseil européen, nous sommes très satisfaits de la décision prise d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, ainsi que d'accorder le statut de candidat à la Géorgie. Nous encourageons l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie à poursuivre et accélérer les réformes nécessaires, notamment dans les domaines de l'état de droit et de la lutte contre la corruption et le crime organisé. En ce qui concerne donc l'élargissement en général et les institutions, la Grèce soutient l'intégration progressive des pays candidats à condition que la crédibilité du processus d'élargissement et des conditions de concurrence équitables entre ce pays soient garanties. Nous pensons qu'il ne faut pas retarder davantage l'élargissement sous prétexte de la nécessité d'un approfondissement institutionnel. Nous défendons aussi la nécessité que tous les pays candidats soient traités selon les mêmes règles et les priorités géopolitiques ne doivent pas bouleverser un processus fondé sur le mérite qui est strictement défini. La réflexion sur les réformes institutionnelles est toujours la bienvenue pour des améliorations en temps voulu, sans que celles-ci soient conçues comme condition préalable à l'élargissement. Nous sommes fermement convaincus que le cadre institutionnel actuel de l'Union européenne est adapté à l'élargissement. Quelques ajustements nécessaires, par exemple la pondération des voix Conseil, pourraient être examinés à la fin du processus d'adhésion.
Concernant spécifiquement la question de la capacité décisionnelle du Conseil, le passage au vote à la majorité qualifiée ne devrait pas être posé comme une condition de l'élargissement. La Grèce est fermement convaincue que tout usage abusif de l'unanimité ne devrait pas conduire à modifier les règles qui garantissent le respect des intérêts nationaux vitaux. Nous devrions plutôt nous concentrer à développer davantage une culture de consensus en accordant une attention particulière aux nouveaux arrivants. Cette culture doit également être considérée comme l'un de nos principes fondamentaux qui doivent être intégrés dans le processus d'élargissement. Le passage au vote à la majorité qualifiée pour les décisions dans le domaine de la politique européenne de sécurité commune et de défense commune pourrait saper l'unité entre les États membres et par conséquent la capacité de l'Union à fonctionner comme un acteur cohérent, fort et fiable au niveau mondial. Et finalement, concernant les futures réformes internes, nous pensons que nous devrions nous concentrer sur l'ajustement des politiques et du financement de l'Union européenne qui ont une incidence directe sur la vie quotidienne des citoyens de l'Union européenne et façonnent donc la perception du public à l'égard de l'élargissement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Monsieur Javier Blanco, qui est conseiller à l'ambassade d'Espagne, votre pays eut la charge d'un semestre européen particulièrement chargé et décisif en matière d'élargissement, second de 2023. J'ai rappelé les termes très importants pour nous, la déclaration de Grenade insistant sur les réformes parallèles à mener. Nous savons que la présidence implique un fort engagement, mais aussi une certaine neutralité. Peut-être que le moment est venu pour vous de vous en départir pour expliciter la position propre de l'Espagne. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers ambassadeurs et collègues. C'est toujours un plaisir et un privilège de comparaître dans cette haute chambre pour aborder un sujet si important et complexe comme l'élargissement et les réformes nécessaires que l'UE doit mener parallèlement. L'Espagne est un pays traditionnellement favorable à l'élargissement, à la fois en raison de sa propre expérience des transformations politiques et économiques et en raison de sa compréhension des besoins politiques et historiques de l'UE et des pays candidats. En outre, l'Espagne est l'un des pays dans lesquels l'élargissement bénéficie du plus grand soutien citoyen, près de 75%. Cet engagement en faveur de l'élargissement s'est manifesté au cours de notre présidence, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président, qui a commencé par une visite du président Sanchez à Kiev et s'est terminée par les conclusions du Conseil européen dans lesquelles l'ouverture des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie a été convenue, ce qui représente un soutien politique important pour ces deux pays dans les contextes difficiles de l'agression russe en Ukraine. Cette position s'est reflétée aussi lors de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères à Murcie et du Conseil européen informel de Grenade, qui, dans la déclaration finale, a défini l'élargissement comme un investissement géostratégique de l'UE qui contribuera au renforcement de notre continent. Il convient toutefois d'aborder ces dossiers avec prudence, en prêtant attention à l'impact de l'élargissement sur les institutions, les budgets et les politiques communautaires, ainsi qu'au fait qu'il implique déjà un fort investissement politique et économique pour l'UE. Malgré notre soutien déterminé à l'élargissement, nous soulignons l'importance de rester très axés sur les mérites des candidats, qui garantissent que les pays candidats sont prêts à devenir membres. En ce qui concerne les réformes que ces processus impliquent, l'Espagne s'est positionnée en faveur de la promotion du débat et est ouverte à une conversation franche sur les réformes de TT et à une réflexion sur le fonctionnement futur de l'UE, y compris l'impact que l'élargissement aura sur son fonctionnement. Nous attendons les rapports d'impact sur la PAC, la cohésion et les affaires institutionnelles qui seront présentés au cours de ces semestres par la Commission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Helder Carvalho Joana, chef de mission adjointe de l'ambassade du Portugal. Votre pays est l'un des plus éloignés géographiquement de la frontière orientale de l'Union européenne, mais a toujours soutenu les élargissements successifs et s'est toujours beaucoup engagé dans le fonctionnement des institutions européennes. C'est à Lisbonne qu'a été signé le traité qui a permis à l'Union européenne d'avancer après un trou d'air historique. Votre pays conjugue ce semestre une campagne électorale nationale en mars et la campagne européenne en juin. L'élargissement fait-il partie des sujets à l'ordre du jour? Merci, Monsieur l'ambassadeur. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs,
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, merci pour cette invitation. Tout d'abord, c'est un honneur pour nous tous, je crois, d'avoir l'opportunité de discuter ensemble un sujet si important pour notre avenir collectif. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, le Portugal a beaucoup bénéficié de son processus d'intégration. Nous en sommes fiers. Et c'est aussi pour cette raison que, comme vous l'avez dit, nous soutenons l'élargissement, bien sûr, dans le respect des principes qui sont déjà bien établis et bien connus de tous, tout en étant conscient de la complexité de cet exercice. Nous avons toujours plaidé pour la nécessité de parler franchement, mais aussi de tenir nos promesses, que ce soit envers l'Ukraine ou les Balkans occidentaux. Dans le contexte géopolitique actuel, le débat sur l'élargissement est inévitable et les décisions déjà prises par le Conseil européen sont claires sur la direction à suivre. Nous les soutenons, bien sûr. Les chefs d'État et de gouvernement ont également souligné la nécessité pour l'Union européenne de débattre simultanément du processus interne de réforme nécessaire pour la préparer à cette nouvelle phase. Le Portugal a toujours soutenu cette synchronisation et nous nous félicitons que cela soit maintenant la position commune de nous tous. Cette double ambition signifie que les progrès dans le processus d'adhésion des pays candidats doivent être en phase avec les réformes nécessaires que l'Union européenne doit entreprendre pour accueillir de nouveaux membres et fonctionner efficacement avec plus de 30 pays. Soutenir l'élargissement tout en faisant face aux défis qu'il apportera est donc essentiel. Ignorer ces problèmes ne fait que retarder l'insertion complète des pays candidats dans le projet européen. Ainsi, le nouvel élan en faveur de la politique d'élargissement doit également être accompagné d'un effort similaire pour restructurer l'Union européenne, notamment, et ça a déjà été dit par beaucoup d'entre nous, au niveau de ses principales politiques communes, de son budget et de ses règles de fonctionnement. Sur la révision des traités, qui a été beaucoup abordée aussi aujourd'hui, nous croyons qu'avant tout, on doit décider quel type d'Union européenne nous voulons avant de discuter et d'entrer dans un processus qui est si complexe et difficile à aboutir. En 2 minutes, Monsieur le Président, voilà notre position, que je crois que c'est largement partagé. Je vous remercie encore une fois pour cette opportunité. Merci. Par référendum le 1er juin 2022 à une large majorité la levée de l'option de retrait, l'opt-out, pour permettre la pleine participation à la politique de sécurité et de défense commune, ainsi qu'une augmentation des crédits de défense sur la période 2018-2023, plus 20% en 2023, soit 1,5% de votre PIB. Soutien de longue date de l'Ukraine et des Balkans occidentaux, résolument engagé dans la résolution des crises, gardien des fameux critères de Copenhague. Comment votre pays voit-il le lien entre élargissement et réforme de l'Union européenne? Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues. Merci pour cette opportunité d'échanger les positions européennes entre nous. Pour être complètement honnête, il y a, je pense, 10 ou 15 ans, la France et le Danemark ont formé une alliance avec peu d'autres pays, une alliance contre l'élargissement. Les argumentations à l'époque, c'était la capacité d'absorption, comme vous avez mentionné, la peur qu'une union élargie et d'une union plus faible. Mais cette position s'est changée le 22 février 2022 avec l'invasion russe en Ukraine. Je pense aussi à Copenhague, on a compris le vrai pouvoir de l'Union européenne, c'est le pouvoir de l'attraction. L'attraction vis-à-vis les voisins européennes qui ne sont pas encore membres de l'Union. Et il faut utiliser cette attraction pour garder le rôle de l'Europe mondiale, mais surtout vis-à-vis les grands voisins, surtout la Russie. Je suis personnellement très fier que cette décision prise en décembre au Conseil européen
et avec le soutien 100% du Danemark. Mais une union élargie, c'est aussi une union réformée. Le Danemark ne soutient pas des modifications des traités. On a peur d'une discussion très difficile entre les États membres sur les procédures et peut-être des opt-out et les réservations pour d'autres. Nous sommes le pays des réservations, des opt-out, mais je ne recommande pas une union avec plusieurs pays avec des réservations parce que c'est une complication de la coopération. Mais c'est possible avec les traités actuels de faire les réformes nécessaires et maintenant le Danemark est en faveur de faire des décisions, par exemple sur la politique étrangère et de sécurité par majorité qualifiée. Avant, nous étions contre, mais maintenant le gouvernement a décidé d'être en faveur de faire ces modifications. Et je pense pour les présidences prochaines, il y aura un grand travail avec les réformes aussi sur les politiques agricoles, cohésion et tout ça. Des discussions difficiles nous attendent. Et aussi sur les cadres financiers appropriés pour une union élargie. Le Danemark porte la présidence le deuxième partie de 2025 et c'est le moment où on va commencer les discussions sur les cadres financiers multiannuels. Et j'imagine il y aura des discussions très difficiles, mais il n'y a aucun choix. Il faut trouver des compromis parce que je pense l'élargissement c'est une fait accomplie et la question c'est les dates. La proposition danoise est très favorable sur cet élargissement. C'est porté par le soutien de l'Ukraine. La population danoise est très positive vis-à-vis le soutien de l'Ukraine et aussi d'avoir l'Ukraine comme membre de l'Union européenne et avec l'Ukraine aussi la Moldavie et les pays des Balkans occidentaux. C'est une atmosphère positive, évidemment, causée par les actions russes. Le sentiment au Danemark est ni seulement anti-Poutine, mais aussi anti-russe pour le moment. Et ce n'est pas désirable, mais c'est le cas. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur l'ambassadeur d'Irlande, Monsieur Burgess. Nous serons très heureux de rencontrer ce soir le président du Sénat de la République d'Irlande, qui nous a fait l'honneur de nous rendre visite. Il sera là, il sera au cocktail. Quelle est la perspective de Dublin sur l'élargissement, sachant que l'adhésion de l'Union européenne a profondément transformé votre pays? Merci, Monsieur le Président, chers sénateurs, chères sénatrices. Comme l'ont fait mes collègues, je vous remercie pour l'invitation et pour l'opportunité de partager nos approches sur cette question importante et urgente. Comme vous l'avez dit, il y a 50 ans, l'Irlande faisait partie du tout premier élargissement de l'Union européenne. Ces 50 dernières années, en tant que membre de l'Union, ont transformé notre économie et notre société, ont soutenu notre processus de la paix et ont amplifié notre impact au niveau mondial bien plus que ce que nous aurions pu imaginer. Et c'est durant notre présidence de l'Union européenne en 2004 que nous avons vu le plus grand élargissement de l'Union, avec l'accueil de 10 nouveaux États membres dans notre communauté,
Je m'y souviens très bien parce que j'ai participé à la cérémonie à Dublin. Et 20 ans plus tard, l'Irlande continue d'être un fervent partisan de l'élargissement, qui a pris une signification et une urgence nouvelle avec l'invasion de l'Ukraine en 2022. Cette invasion a mis en lumière le besoin d'accroître rapidement notre soutien et notre coopération, pas seulement avec l'Ukraine, mais aussi avec nos partenaires dans les Balkans occidentaux, ainsi que les partenariats avec les régions de l'Est. Et c'est dans cet esprit que le Taoiseach irlandais, notre Premier ministre, a visité le Kosovo, le Monténégro et la Macédonie la semaine dernière. Durant sa visite, il a rencontré les présidents des 3 pays candidats et il est persuadé que ces 3 pays sont prêts à s'engager dans la mise en place des réformes nécessaires. Nous devons nous rappeler que l'élargissement de l'Union européenne doit se faire sur le mérite et précédé par des réformes initiées par les pays candidats eux-mêmes. Tous les pays candidats ont encore du travail à fournir au niveau de ces réformes. C'est notre responsabilité de les aider dans ce processus. Mettre en place les réformes européennes n'est pas une tâche facile et nous devons le reconnaître et soutenir nos partenaires en conséquence. La question n'est plus si, quand, mais quand et comment. Nous devons continuer à tirer parti de la dynamique actuelle. Nous devons soutenir avec sérieux et constance les pays qui partagent les valeurs communes de l'Union européenne. Le soutien de l'Irlande en faveur de l'élargissement s'accompagne de la reconnaissance du besoin d'un engagement sérieux pour une réforme de l'Union. Les implications de l'élargissement seront nombreuses et ne se limiteront pas aux questions budgétaires et programmatiques. Nous devrons aussi nous pencher sur nos capacités internes et nos processus de prise de décision. Et cela s'applique entre autres à la question de vote à la majorité qualifiée et appelle à un renforcement de son usage. Nous sommes ouverts à des discussions pour un plus grand recours à la majorité qualifiée dans les domaines tels que la politique étrangère et de sécurité commune, tout en reconnaissant les divergences de point de vue de nos partenaires sur ce sujet. Mais on ne peut douter de l'intérêt pour l'Union européenne de s'exprimer d'une seule et même voix sur la scène internationale, particulièrement aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Madame Catherine Ausdem-Siepen, ministre directrice du service politique de l'ambassade d'Allemagne. Nous avons auditionné il y a peu votre ambassadeur et nous avons eu des échanges très sincères et approfondis hors caméra. Nous savons le rôle moteur de votre pays en faveur des réformes et de l'action commune franco-allemande et que l'action commune franco-allemande est cruciale pour nous, bien sûr, sur un enjeu de cette importance. Merci de nous rappeler le point de vue de Berlin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Merci aussi pour cette invitation autour de ce thème important et merci aussi pour votre introduction aimable. Le gouvernement fédéral a pleinement soutenu l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine. C'est une question de solidarité avec le peuple ukrainien, mais aussi un test de notre crédibilité et de notre fermeté dans la défense de nos valeurs communes. Cela vaut aussi pour la Moldavie ainsi que pour les décisions prises concernant la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine. Notre ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a été très claire que face à la guerre d'agression russe, l'élargissement de l'Union européenne est une nécessité géopolitique, comme beaucoup de collègues d'ailleurs l'ont déjà mentionné. Elle a aussi souligné l'importance de pleinement préparer l'Union européenne à l'adhésion de nouveaux membres. Ce processus de réforme prendra beaucoup de temps et c'est pourquoi, pour bien encadrer ce processus et pour élaborer et mettre en œuvre des réformes nécessaires, il est nécessaire de définir une feuille de route très concrète. Il ne doit pas y avoir de concession concernant l'état de droit, à notre avis, qui est un fondement de notre Union.
Donc concrètement, il s'agit de lier encore plus systématiquement les versements de fonds européens au respect des normes de l'état de droit. La ministre a également fait un appel à trouver un moyen de ne pas agrandir la commission et pour cela, nous serions même prêts à nous passer temporairement d'un commissaire allemand. Du point de vue allemand, 36 vétos, c'est trop, ça a été déjà mentionné par plusieurs collègues. L'Allemagne propose également d'élargir le champ des décisions à la majorité qualifiée, notamment pour les questions de finances et de politique étrangère. À notre avis, pour la politique étrangère de l'Union européenne, nous avons besoin de compétences claires, d'un visage et d'une voix. L'Allemagne reste pleinement engagée de travailler ensemble avec la France et avec nos partenaires pour rendre notre Europe plus forte, agile et solidaire dans un monde marqué par une concurrence croissante des systèmes politiques. Merci de votre attention. De l'ambassade d'Italie à Paris, votre pays soutient ardemment l'élargissement aux Balkans occidentaux en particulier. Quel rôle joue aujourd'hui l'Italie, pays fondateur, pour faire progresser la dynamique conjointe de l'élargissement et des réformes? Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Merci de cette opportunité d'illustrer les positions de nos pays sur des questions qui sont en fait aujourd'hui fondamentales pour l'avenir de l'Union européenne. Et seulement un mot, mon ambassadrice m'est pris de vous dire de l'excuser pour ne pas être là ce soir, mais il y avait un événement public à l'ambassade programmé depuis très longtemps, donc elle n'a pas pu venir. Comme vous le rappeliez, Monsieur le Président, l'Italie traditionnellement est parmi les pays les plus convaincus dans le soutien au processus d'élargissement. Nous nous considérons peut-être un peu en tant que pays du traité de Rome, disons les gardiens de l'esprit de l'Union européenne et de l'idée de compléter l'Union européenne, en évitant de laisser des vides qui risquent malheureusement, des vides géographiques qui risquent d'être remplis par des acteurs qui ne sont pas forcément amiables et bien disposés envers nous. Ça veut dire, et là aussi vous le rappeliez, une attention spéciale que nous avons toujours eue pour les Balkans occidentaux, qui est, dans notre opinion, une région stratégique pour l'Italie autant que pour toute l'Europe. Et comme plusieurs de mes collègues qui ont parlé avant moi l'ont rappelé, l'histoire de notre continent nous le rappelle, de la Première Guerre mondiale à la dissolution de la ex-Yougoslavie. Sur les processus d'élargissement, évidemment, il s'agit d'un processus qui doit être fondé sur les mérites, mais qui ne peut pas négliger les implications géostratégiques qui sont devenues absolument évidentes après l'agression russe à l'Ukraine. C'est pourquoi nous avons soutenu avec conviction l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, la concession du statut de pays candidat à la Géorgie au dernier Conseil européen. Et maintenant, nous sommes prêts à faire tout le possible pour soutenir ces pays dans les parcours de réforme qui sont indispensables pour devenir membres de l'Union européenne. Évidemment, en passant à la deuxième question, la perspective d'une Union européenne avec 35 ou 36 membres nous impose une réflexion sur la nécessité de réforme des institutions et des politiques de l'Union européenne pour éviter une paralyse de l'activité de l'Union et assurer qu'elle puisse continuer à fonctionner autant d'un point de vue institutionnel que par les biais des politiques qui ont connu pendant les derniers 70 ans un énorme succès comme la politique agricole commune, la politique de cohésion, la recherche et toutes les autres. Donc il s'agit de deux parcours qui doivent, dans notre vision, procéder en parallèle, le processus d'élection et le processus de réforme. Il y a évidemment beaucoup de questions qui devront être affrontées et auxquelles nous devrons faire face. Et une des plus... Je ne peux pas les résumer toutes, mais peut-être une des plus importantes, ce sera en fait la question du budget pour donner à l'Union les moyens pour être efficace dans son action. Et ça veut dire pour nous, tout d'abord, avoir aussi des ressources propres d'une dimension qui nous
permettent d'échapper au débat traditionnel sur quels sont les pays contributeurs nets, quels sont les pays qui reçoivent de plus, et passer, disons, à une autre dimension de sortir de la logique de la somme zéro dans nos réflexions. Merci beaucoup. Merci. Alors, si je voulais tous vous vexer, je dirais qu'on garde le meilleur pour la fin, mais ça n'est pas mon intention. Et je vais tout de suite passer la parole à Monsieur l'ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg, autre fondateur, et le siège de nombreuses et importantes institutions européennes où nous allons de temps en temps. Votre point de vue est particulièrement attendu sur les réformes à préconiser. Merci, Monsieur le Président, Madame les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je vais essayer de vous résumer la position du Luxembourg. Donc, en résumé, le Luxembourg soutient la nouvelle dynamique du processus d'élargissement. Nous souscrivons à cette nouvelle approche que l'élargissement est un investissement géostratégique dans la paix, la sécurité, la stabilité, la prospérité. Cependant, pour nous, il est aussi d'une importance capitale que le processus reste basé sur le mérite. Nous croyons aussi qu'il faut éviter toute idée d'un système d'élargissement à deux niveaux. Tous les pays candidats doivent être évalués en fonction de leur propre mérite. Chaque pays doit mettre en place les réformes nécessaires et pour nous, il faut porter un accent particulier sur l'état de droit. En résumé, donc l'élargissement, bien que se déroulant dans un contexte géopolitique ou géostratégique, doit rester un processus basé sur le mérite. Pour ce qui est des réformes, il est clair pour que cet élargissement soit un succès que l'Union européenne doit également mettre en place ces réformes. Parce que nos institutions et toutes nos politiques doivent continuer de fonctionner dans la nouvelle Europe élargie. Donc nous sommes pour, comme d'autres collègues l'ont dit, pour un processus, que les deux processus élargissement et réforme se déroulent de manière parallèle. Et concrètement, si on parle de déroulement parallèle ou en parallèle, pour nous, il est important que les deux processus, chacun, se déroulent à son propre rythme. C'est-à-dire que nous voulons éviter toute automatisation entre les deux processus. Nous devons donc nous atteler à analyser l'impact de l'élargissement sur le budget de l'Union européenne, la PAC, les fonds de cohésion, etc. Nous contribuons de manière constructive à toutes ces discussions. Il est un point sur lequel je voudrais insister. Pour nous, il est particulièrement important de poursuivre cette réflexion de manière inclusive et transparente. Je voudrais encore attirer l'attention sur deux critères qui sont importants pour nous. Toute réforme et tout élargissement, pour les deux, ils doivent contribuer au renforcement de l'Union européenne et garantir sa stabilité et sa prospérité. Donc, ceci veut dire qu'il ne faut pas perdre de vue les fondamentaux de l'Union européenne. Et par ça, nous entendons qu'il faut défendre l'acquis communautaire tel que le marché intérieur, l'espace Schengen et, encore une fois, je l'ai déjà dit, l'état de droit. Alors, pour ce qui est la réforme des règles institutionnelles, comme d'autres collègues ici, nous croyons que, si possible, on doit se baser sur les dispositions qui figurent déjà dans le traité. Nous croyons qu'historiquement, il est très difficile de faire une nouvelle convention parce qu'après, ce sera un processus difficile et le processus de ratification d'un nouveau traité serait encore plus difficile. Voilà, merci. Les traités, c'est comme le cerveau, on n'en utilise que 10%. Bien, écoutez, merci de vous être prêté au jeu. D'ailleurs, ça n'était pas un jeu, c'était vraiment très intéressant d'avoir vos points de vue. On va maintenant passer la parole à nos rapporteurs sur l'élargissement, parce qu'on a, vous voyez,
on creuse la question vraiment sur le fond au Sénat pour apporter à nos collègues les meilleures informations possibles. Et donc, je vais passer la parole donc à Claude Kern, à Didier Marie. Ou je sais pas, oui. Claude, tu devais aller en séance après, je pense. Donc à Claude Kern, Didier Marie, et puis à Martin. Merci, messieurs les ambassadeurs, pour vos explications. Alors, je vais aller droit au but, comme on dit, pas dans le club de foot que je supporte, mais dans un autre. Vous demandez, à votre avis, quelles conséquences de l'élargissement de l'UE, quelles sont les conséquences, pardon, de l'élargissement de l'UE pour le budget européen et les politiques communes les plus importantes, comme la politique agricole commune ou la politique de cohésion. Et puis une deuxième question sur les pays candidats, et je m'attacherai principalement à l'Ukraine. Face au risque de lassitude des Européens, mais aussi de la population ukrainienne, se durement éprouvée après 2 ans de guerre et malgré les difficultés évidentes de contre-offensive ukrainienne, comment poursuivre le plus efficacement possible le soutien politique, financier et militaire à l'Ukraine, tout en incitant à défendre le mieux possible les valeurs communes de la démocratie et de l'état de droit. Comment accompagner ce pays dans la mise en œuvre des réformes indispensables dans le cadre de la méthodologie au pilotage plus politique, réversible et fondé sur les mérites. Pardon. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, Président. D'abord, je voudrais vous remercier à mon tour, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres, de vos propos. C'est vrai que c'est difficile, en l'espace d'un temps aussi contraint, de développer une argumentation sur cette question sensible de l'élargissement. Moi, j'ai noté surtout un grand nombre de convergences sur le fait qu'on était face à un défi historique, que c'était une question vitale pour la démocratie et que c'était une nécessité stratégique et géopolitique, et qu'il n'était plus aujourd'hui question de savoir si l'Union européenne allait s'élargir, même peut-être pas quand, mais surtout comment nous allions nous y prendre. Le premier constat que l'on fait, je crois, collectivement, c'est que l'approche qui a fait ses preuves en 2004, lors du Big Bang qui a permis à 10 pays d'entrer, est de toute évidence inadaptée aujourd'hui, et qu'il faut donc inventer une nouvelle méthode. À la fois pour permettre aux pays candidats de nous rejoindre le plus vite possible, en respectant ce que vous avez dit, les principes même et les valeurs qui sont celles de l'Union européenne, une adhésion au mérite. Plusieurs d'entre vous l'ont cité, et je crois que c'est fondamental, en respectant bien évidemment les grands principes de l'état de droit et de la démocratie. Et je pense que c'est d'ailleurs la pierre angulaire de toute cette stratégie d'élargissement qu'il conviendra de rappeler en permanence à chaque étape. Mais c'est aussi d'entreprendre les réformes institutionnelles nécessaires sans pour autant que cela serve de prétexte à bloquer le processus d'adhésion, car on voit bien que ça pourrait être un élément. Moi, j'ai noté qu'une certaine unanimité se dégage entre vous pour ne pas réouvrir les traités. Ce que l'on peut partager dans le contexte actuel au regard de la défiance d'une partie de nos concitoyens à l'égard des institutions européennes, et sachant qu'il faudra passer par référendum, c'est donc un risque majeur que l'on ne peut peut-être pas courir actuellement, mais on peut tout de même s'interroger sur la nécessité, à un moment donné, de réouvrir les traités, de se demander si ça sera plus facile quand on sera 35 ou 36. Et j'aimerais peut-être à un moment donné que vous puissiez réagir à cette réflexion. On ne peut pas faire l'économie d'une réforme, chacune et chacun l'a dit. Les gouvernements français et allemands, par l'intermédiaire de leur ministre des Affaires européennes, avaient mandaté un groupe d'experts, 12 experts, qui devaient faire des propositions. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la feuille de route qu'ils ont préconisée, considérant que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez déjà esquissé quelques réponses sur le sujet, notamment pour le passage pour la majorité décision de la règle de l'unanimité à la règle de la majorité qualifiée, avec des divergences, semble-t-il, entre ceux qui considèrent que ça ne doit pas concerner les questions de politique étrangère et de sécurité commune, et d'autres qui sont prêts aujourd'hui, semble-t-il, à
envisager que ça puisse le faire. J'aimerais aussi avoir des éclaircissements sur la future organisation de la Commission, parce qu'à 35 ou à 36, ça fait beaucoup de commissaires. Est-ce que chacun devra avoir un portefeuille plein et entier, ou est-ce que vous imaginez une organisation différenciée, tout en permettant à chaque pays d'avoir sa part? Enfin, que pensez-vous de l'opportunité de rééquilibrer les relations entre les 3 institutions européennes, et notamment en donnant plus de place au Parlement européen, en instituant un principe de codécision pour un grand nombre de celles-ci, et de lui donner aussi un pouvoir d'initiative? Et de la même façon, quelle place souhaitez-vous donner au Parlement européen dans un processus qui s'ouvre, au Parlement nationaux dans un processus qui s'ouvre, notamment en donnant à ces parlements nationaux une capacité d'initiative, avec le fameux carton vert dont on parle beaucoup, mais qui n'a jamais pu aboutir. Voilà, je partage aussi ce que vous avez dit sur la nécessité des moyens pour accueillir nos futurs partenaires. Ce n'est pas à budget constant que l'on pourra y arriver. Ça nécessite de réfléchir au futur budget européen et notamment aux ressources propres. Donc là aussi, quelles sont les positions de vos pays? Je ne pense pas qu'on ait le temps de tout traiter aujourd'hui, mais ce sont des questions qu'on pourra vraisemblablement avoir ultérieurement. Merci à vous. Merci Didier. Martha de Cidrac. Oui, merci Président. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, merci beaucoup de vous être prêtés à cet exercice qui n'était pas simple, mais fort intéressant. Moi, je retiendrai quelques termes qui revenaient dans vos différents propos, notamment sur le processus graduel lié aussi au mérite des pays candidats. Je crois que c'est quelque chose effectivement que nous pouvons partager tous ensemble. Ce sont des interrogations que l'on a souvent ici. Vous avez aussi évoqué la notion de réversibilité introduite dans cette nouvelle méthodologie pour ces pays candidats, et je crois que c'est un point aussi qui est important à soulever et à rappeler, d'autant plus que la France n'était pas tout à fait étrangère à cette nouvelle méthodologie pour les pays candidats. Mais vous avez aussi évoqué solidarité, vous avez parlé équilibre, vous avez parlé aussi stabilité. Je crois que c'est effectivement des notions qui sont très importantes à rappeler, et on sent qu'autour de ces mots, mais aussi de ces notions, il se dégage une forme de consensus entre les différents pays. Et moi, à titre personnel, je ne peux que m'en réjouir. Je ne reviendrai pas sur les propos qui ont déjà été partagés par mes collègues. L'un de vous aussi a parlé de vide géographique, en fait, sans les pays des Balkans. Je crois que c'était vous, Monsieur Cassio, représentant de l'Italie. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on est européen, lorsqu'on regarde le continent européen, il nous est difficile d'imaginer qu'un morceau de cette terre commune ne puisse pas éventuellement faire partie de cette Union européenne à laquelle beaucoup aspirent, et notamment les peuples, en fait. Je crois que c'est une notion aussi des peuples que l'on ne doit pas obliger. Donc moi, j'aurais en fait une question qui n'a pas encore été tout à fait abordée, qui a été évoquée par le président Rapin, puisque à la fin de l'année dernière, il y a eu le plan d'investissement et de croissance qui a été annoncé avec 6 milliards. Donc moi, j'aurais souhaité avoir si cela était possible, compte tenu du nombre que vous êtes. Donc je ne sais pas comment la réponse pourrait se formaliser, Monsieur le Président, mais je te laisserai gérer tout cela. Comment est-ce que cela pourrait être mis en œuvre? Dans quel délai? Comment est-ce que vous voyez cette articulation qui reste néanmoins un exercice relativement complexe? Voilà, je ne serai pas plus longue et je vous remercie. Merci. Alors, je ne vais pas vous redonner à tous la parole sur toutes les questions qui ont été posées. D'ailleurs, préalablement aux questions posées, vous avez déjà en grande partie pour les uns et les autres répondu à ces questions, mais surtout par rapport aux remarques de nos rapporteurs, y en a-t-il parmi vous qui veuillent ajouter quelque chose ou qui souhaitent apporter un complément à leurs propos qui irait dans le sens des questions? Oui. Allez-y, madame. Seulement un petit point concret, puisqu'il était question du soutien à l'Ukraine. Enfin, vous avez certainement suivi les annonces du chancelier, mais en plus, je voulais vous informer que l'Allemagne organisera ensemble avec l'Ukraine une conférence pour la reconstruction de l'Ukraine à Berlin le 11 et 12 juin.
Intéressant, merci. Alors, non? Pas d'éléments complémentaires? Nos rapporteurs resteront avec leurs questions. Oui, Martha. Ma question, évidemment, portait plus spécifiquement sur les Balkans occidentaux. Excusez-moi, je ne l'ai pas précisé puisque vous avez aussi beaucoup parlé, et vous faites bien de le rappeler, Madame l'ambassadrice. Il y a le sujet, évidemment, l'Ukraine, Moldavie et Géorgie. Mais ma question portait plus spécifiquement sur les Balkans occidentaux. Alors, je vais donner... Monsieur Cassio, vous vouliez vous exprimer. Oui, merci. Donc, sur la question spécifique du plan d'investissement et croissance pour les Balkans, c'est un plan que nous soutenons évidemment, comme tous les efforts d'accompagner le processus d'adhésion, de rapprochement des pays des Balkans à l'Union européenne. Et donc, la seule chose que de notre point de vue, on souhaite une implication majeure des États membres dans la gouvernance du plan de croissance, parce qu'on pense qu'il y a une expertise, une compétence des États membres qui pourrait être exploitée dans le développement de ce plan. Mais en principe, on les soutient avec conviction. Merci, Monsieur Alexis Jonas. Merci beaucoup. C'est vraiment une grande vaste des questions pour répondre peut-être, mais je voudrais vraiment peut-être sur 2 points qui étaient mentionnés. Le premier point sur, bien sûr, les conséquences de l'élargissement à venir. Je pense que vous avez mentionné les propositions de 12 experts franco-allemands, mais je voudrais vraiment insister que c'était aussi un processus un peu parallèle qui a été organisé par le CENSPO de l'Université de Vilnius, des professeurs, avec quelques collègues du pays nordique et du pays de notre région. Et nous avons aussi proposé la proposition un peu en parallèle qui a été présentée par notre vice-ministre au Conseil des Affaires étrangères pendant la discussion sur la base de 12 experts. Donc je pense que c'est aussi un peu de document qui est peut-être pas très connu, mais quand même il y a un peu de propositions de notre côté pour la réforme de l'Europe et aussi pour l'élargissement de l'Union européenne. Pour les conséquences de l'élargissement, bien sûr, ça sera la conséquence de l'élargissement. Ça sera le prix de l'élargissement. Mais quelles sont les alternatives? Pour moi, les alternatives plus coûteuses pour laisser ces pays dehors de l'Union européenne, pour avoir des régions pas très stables, pour avoir des problèmes avec notre voisinage. Donc, notre calculation, que c'est plus peut-être économiquement et politiquement pour intégrer les pays qui sont prêts pour vraiment venir à l'Union européenne, pour partager nos valeurs et pour contribuer pour l'Europe plus fort. Donc, c'est un peu du choix. Bien sûr, il y a conséquences, il y a le prix, mais il faut vraiment pas faire l'obstacle pour l'élargissement. C'est cette décision qui est vraiment nécessaire de faire au niveau européen. C'est notre tâche maintenant pour discuter, pour trouver les solutions. Et comme j'ai dit dans mon discours au début, il faut avoir plus de confiance, on peut vraiment trouver les solutions. C'était peut-être aussi difficile pour notre élargissement. C'était 10 pays, c'était vraiment peut-être les conséquences plus larges qu'on peut imaginer avec l'Ukraine et les autres pays, parce que c'était vraiment 10 nouveaux pays avec beaucoup de différences en ce qui concerne le niveau économique. Mais quand même, l'Union européenne a trouvé la solution, comment intégrer, comment trouver le processus d'élargissement. Et comme j'ai dit, la Lituanie peut être le meilleur exemple de cette réussite des politiques d'élargissement. Deuxième point sur l'Ukraine, comment peut-être poursuivre, comment avoir la continuité pour l'assistance pour l'Ukraine. Je pense, bien sûr, il y a la question de l'assistance militaire maintenant, le plus important, comment on peut vraiment donner l'assistance militaire pour les Ukrainiens, parce que ce n'est pas que l'Europe a déjà fait tout que l'Europe peut faire. L'économie de la guerre n'existe pas, je pense, maintenant en Europe. J'ai visité plusieurs entreprises françaises. Pour moi, c'est vraiment un indicateur qui maintenant juste commence peut-être la réflexion comment on peut élargir la coopération au niveau européen entre les industries de la défense, comment on peut vraiment pousser la production de munitions au niveau européen, etc., etc. Mais
Et ça prend un peu de temps, mais il faut vraiment pousser l'Europe vers cette direction pour avoir plus de compétences, pour avoir plus de pouvoir pour aider les Ukrainiens au niveau de la défense et de la sécurité. Et puis, bien sûr, en général, géopolitiquement, l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, à l'OTAN, c'est la meilleure réponse pour Poutine, c'est la meilleure réponse pour la Russie, pour d'être très clair qu'il n'y a aucune question sur l'avenir de l'Ukraine en Europe. Et c'est le message que Poutine peut comprendre. Merci. Vous avez parlé d'industrie et d'industrie de l'armement en particulier. Et demain matin, et pour votre information, nous recevons en audition le commissaire Breton, ici au Sénat. Je vais me tourner vers mes collègues, savoir s'ils ont des éléments éventuellement à apporter ou peut-être des questions précises. Ah, monsieur l'ambassadeur, vous voulez ajouter? Oui, un peu tardif, pardon, mais je voulais juste commenter un peu ou répondre à la question de Madame la sénatrice. En ce qui concerne le plan de croissance, malheureusement, je ne peux pas vous offrir les réponses en ce qui concerne la méthodologie de l'implantation de ce plan, mais de toute façon, ce plan a été salué avec enthousiasme par notre ministre, parce qu'il dit que c'est précisément ça qu'il faut faire afin d'assurer une situation équitable, parce que le plan inclut, selon mes informations, aussi une intégration plus étroite dans le marché intérieur qui est déjà en place pour l'Ukraine et la Moldavie, mais pas encore pour la plupart des pays des Balkans occidentaux. Alors, ce plan-là est précisément une étape très appréciée par l'Autriche. Merci. Donc je reprends. Ronan Le Gleut. Merci, Monsieur le Président. Membre de la Commission et, je le précise, président du groupe d'amitié France-Allemagne. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, permettez-moi tout d'abord de saluer l'initiative du Président de la Commission des Affaires européennes, Jean-François Rapin, pour cette rencontre absolument nécessaire et importante. Et dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, nous sommes rendus fin décembre à Kiev et précédemment en Pologne. Évidemment, la question de l'élargissement à la Pologne a été un des éléments qui a été évoqué. Et on a senti évidemment qu'il y a une certaine inquiétude, notamment sur le volet de la politique agricole commune. Que pourrait être une Ukraine membre de l'Union européenne, enfin, que pourrait être la politique agricole commune d'une Ukraine membre de l'Union européenne? Et ça pose évidemment une question fondamentale. Notre conviction, c'est que d'un point de vue géostratégique, offrir à l'Ukraine la perspective de l'adhésion est absolument indispensable compte tenu finalement des valeurs fondamentales qui sont celles de l'état de droit, de la démocratie, et qu'aujourd'hui les Ukrainiens défendent. C'est de ça dont il est question. Donc l'enjeu est absolument crucial. C'est la raison pour laquelle nous sommes en soutien total à l'Ukraine. Néanmoins, il va falloir sans doute réinventer la politique agricole commune si ça devait advenir. Est-ce que ça fait partie des réflexions qui sont actuellement en cours dans vos pays? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, mesdames, les ambassadeurs, ambassadrices. Alors, Ronan Le Gleut a parlé d'un certain nombre de points que je voulais évoquer, mais j'avais trois questions principales. Une première sur la nécessité de réviser certaines politiques très intégrées. Je pense particulièrement à la PAC. Certains d'entre vous l'ont évoqué. Avant l'ouverture des marchés à d'autres pays, et donc au-delà des réformes institutionnelles, on aura aussi besoin de mener des réformes sectorielles. Comment envisagez-vous donc ces réformes nécessaires et qui semblent nécessaires en termes de temps, en termes de timing, avant le prochain cadre financier pluriannuel, si on veut avancer sur les questions d'élargissement? Peut-être que les ambassadeurs, notamment de la Pologne, de la Slovaquie, veulent réagir sur ces éléments, puisque vous avez aussi été ces derniers mois très impactés dans vos politiques intérieures par ces questions, notamment par le passage des céréales russes par vos pays. Et puis aussi élargir
élargir la focale à l'autre côté de l'Atlantique avec les élections américaines et l'inquiétude autour de la possibilité d'une réélection de Donald Trump et des perspectives d'instabilité de la politique étrangère américaine qui en découleraient et qui représentent un risque important aussi pour l'Union européenne et notre politique étrangère, et ce qui donnera aussi une certaine urgence à la nécessité de réformer l'Union et d'avancer sur les questions de la PESC. Donc au-delà de la majorité, des possibilités de majorité qualifiée sur la PESC, quelle autre piste envisagez-vous pour éviter les blocages, alors qu'il faudra, dans le cas d'une élection de Donald Trump, avancer rapidement vers une plus forte intégration européenne en matière de défense? Et puis un point peut-être autour de la manière dont on doit envisager la participation et des concitoyens, de nos concitoyens partout dans l'Union européenne face à l'élargissement, puisque pour réussir cet élargissement, il faudra aussi convaincre les populations européennes de nos différents pays du bien fondé d'un élargissement. Et on sait qu'aujourd'hui, ça reste aussi compliqué dans un certain nombre de pays. Donc voilà. Et sinon, j'avais juste un commentaire sur l'état de droit, puisque plusieurs d'entre vous l'ont mentionné, pour dire que c'est vrai que l'intransigeance doit aussi être de mise pour avancer de manière coordonnée à l'échelle européenne, et on ne pourra pas avancer dans l'intégration sans mécanisme plus fort pour garantir le respect de l'état de droit par les États membres. Merci. Catherine Morin-Desailly pour une question très courte, et après je laisse la parole à Monsieur l'ambassadeur de Suède. Merci, Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs. Une question extrêmement courte pour compléter les questions de mes collègues. La crise sanitaire et plus récemment, bien sûr, la guerre qui s'est invitée aux portes de l'Europe avec toutes ses conséquences économiques et de sécurité pour notre continent nous ont fait prendre conscience de nos carences, de nos dépendances dangereuses, et nous invite à un sursaut, notamment en matière de politique industrielle, de retrouver une forme d'autonomie stratégique, une forme de souveraineté. La souveraineté ne voulant pas dire non plus le protectionnisme et l'enfermement et le repli vers nous-mêmes, mais une stratégie, comment dirais-je, d'avenir. Sur quel sujet, dans vos pays respectifs, justement, travaillez-vous dans ce sens de retrouver une plus grande autonomie stratégique en matière notamment de politique industrielle? J'aurais aimé le savoir et que vous le partagiez avec nous. Merci. Merci beaucoup, merci pour toutes ces questions, très pertinentes, mais pas toujours très faciles. Juste deux remarques sur les conséquences budgétaires. À Stockholm, il y a un travail en cours pour réfléchir sur les implications de l'élargissement, mais on peut bien entendu imaginer que l'élargissement, au moins à long terme, un jour, affectera les politiques de l'UE et nécessitera des réformes des politiques les plus coûteux en termes budgétaires. Et donc la PAC et la politique de cohésion ont déjà été mentionnés. En ce qui concerne le soutien à l'Ukraine, comme mes collègues ont déjà dit, il faut encore augmenter cette aide. Il faut le faire dans la durée. Comme mon collègue lituanien a déjà mentionné, le soutien militaire est peut-être l'aide la plus importante en ce moment. Il faut des garanties de sécurité aussi, et puis des programmes pour soutenir les réformes, les efforts de réforme et aussi la reconstruction. Et ça va coûter très, très cher pour le contribuable européen. Et on fait tout cela déjà, en quelque sorte, mais il faut faire plus, et encore une fois, il faut le faire dans la durée. Merci. Je ne croyais pas aussitôt. Donc, non. Sur la question du budget qui est revenu dans plusieurs des questions qui ont été posées, il me semble de revenir dans le passé, parce qu'avant de venir ici à Paris, j'étais à Bruxelles et j'ai négocié à Bruxelles les cadres financiers pluriannuels et les paquets de relance. Donc, et je crois qu'il ne faudrait pas se poser la question en termes des conséquences de l'élargissement sur les budgets et les politiques de l'Union. Le problème, c'est de décider
quelle est l'Union européenne que nous voulons avoir, quelles sont les ambitions que nous avons, et après, une fois qu'on a défini les ambitions, nous donner les moyens pour réussir à atteindre nos ambitions. Parce que on a déjà vu en 2004, la situation des pays de l'Union européenne a changé après l'élargissement par rapport au budget. L'Italie était un contributeur net avant 2004, est devenu le troisième, était un bénéficiaire net, est devenu un contributeur net à partir de 2004, le troisième de l'Union européenne. Et on a vu aussi, avec la crise Covid et avec l'agression de la Russie à l'Ukraine, toute l'utilité de disposer d'instruments et de politiques que pendant très longtemps avaient été critiqués, disons. Et je pense à la politique agricole commune. On pensait que l'idée de la souveraineté alimentaire, c'était une idée dépassée. Mais ce qui est arrivé en Ukraine nous a rappelé que ce n'est pas dépassé du tout. Donc ce sont des politiques qui sont essentielles pour la souveraineté stratégique qui est, là, je vais répondre à Madame la sénatrice, un concept sur lequel l'Italie est absolument convaincue qu'il faut la développer dans plusieurs secteurs. C'est la défense, c'est les premiers, mais pas seulement ça, parce que c'est aussi de disposer exactement de la souveraineté alimentaire, des médicaments, de tout ce qui nous sert pour ne pas devoir dépendre des sujets qui ne sont pas forcément intéressés de nous aider dans les moments des besoins, disons comme ça. Et donc, voilà. Et une autre chose, par exemple, un dernier point. Je me rappelle dans les discussions sur les cadres financiers pluriannuels et sur les paquets de relance, on parlait de flexibilité dans les budgets. Et mon pays a toujours soutenu l'idée qu'il faut avoir de la flexibilité du budget, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On disait, non, on n'a pas besoin d'autant de flexibilité. Et après, il y a eu les Covid. On a dit, OK, mais là, il y a eu les paquets de relance, donc avec ça, on a terminé avec la flexibilité. Mais après, il y a eu l'Ukraine. Et on a vu que les problèmes que nous avons eus pour soutenir les efforts de l'Ukraine, de résistance à la Russie, et pour financer l'Ukraine, vient exactement du manque de flexibilité dans les budgets. Donc, la réflexion qu'il faudra faire pendant les discussions, les négociations pour les prochains budgets européens, c'est attention, tirons les leçons de ce qui nous est arrivé. Les budgets sont importants et il faut les financer. Voilà. Monsieur Tarka. Merci pour la question sur la position de la Pologne. Je voudrais mentionner que ce n'est pas seulement la question des céréales, mais ce sont également les problèmes de transport, les protestations à la frontière orientale de la Pologne. Mais je devrais souligner, comme je t'ai déjà dit, que ces négociations d'adhésion seront sûrement complexes et difficiles, parce que pour la Pologne, l'agriculture est toujours très important, même si c'est 30,5% de notre produit national brut, ça veut dire seulement 30,5%, mais c'est important pour quelques régions de la Pologne, spécialement de la Pologne orientale. Mais je voudrais souligner que la question de protestation des entreprises de transport à la frontière orientale de Pologne semble être en situation d'une solution qui a été trouvée, je pense, juste aujourd'hui. Ça veut dire blocage de la frontière n'est pas plus là. C'est une question. Et quand il s'agit de la question des céréales, je pense qu'également on peut trouver une solution. Et je pense que la clé pour ça est naturellement une entente interne en Pologne. Et je sais que maintenant, pendant le forum, parce que nous sommes en Pologne maintenant dans une situation de cohabitation politique entre le président et le nouveau gouvernement de la nouvelle coalition. Mais au forum de Davos aujourd'hui, le président et le ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, parlent de la même voix, ça veut dire en question d'Ukraine.
Ça veut dire que je suis vraiment sûr que la Pologne va soutenir l'Ukraine, va chercher une solution, pas seulement dans la question des céréales, mais des transports et des autres questions qui, naturellement, par la similarité de l'économie ukrainienne et polonaise, spécialement dans l'agriculture, on va vraiment trouver une solution fiable pour nous et pour l'Union et pour l'Ukraine. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter là, hein, puisque voilà. Ah, vous vouliez dire quelque chose, monsieur? Allez. Oui, un tout petit commentaire. Je peux répéter ce qu'a dit mon collègue polonais, mais je voudrais ajouter une seule chose. Peut-être la perception des problèmes est différente dans nos pays qui sont voisins, de la zone frontalière des pays. Parce que si on parle des problèmes de nos agriculteurs, de nos chauffeurs de camions en Slovaquie, il s'agit du destin de cette industrie en Slovaquie. Pour vous, c'est quelques millions de chauffeurs ou quelques centaines d'agriculteurs, mais pour nous, c'est un problème pour 2-3 régions de la Slovaquie. Alors, c'est un problème vraiment très, très difficile pour mon gouvernement. Alors, la perception, densité des problèmes, différents à Paris, différents à Bratislava. Monsieur l'ambassadeur, je suis d'autant plus d'accord avec vous que j'ai posé une question au gouvernement cet après-midi sur la pêche, et je ne pense pas qu'en Slovaquie, vous soyez sensible aux questions de pêche. Mais pourtant, elles ont une dimension européenne très importante et qui doit être partagée même avec ceux qui n'ont pas de côte. Quant à la question de l'Ukraine, je comprends aussi qu'elle soit beaucoup plus sensible chez vous que chez nous aujourd'hui, parce que vous êtes à proximité. Voilà, quand on discute avec les Moldaves, quand on discute avec les Roumains, quand on discute avec vous, moi je suis allé chez vous, donc je comprends aussi ça. Monsieur l'ambassadeur. Merci, Monsieur le Président. Je m'intéresse particulièrement au sujet évoqué par Madame la sénatrice sur la question comment assurer l'accord du peuple pour une décision aussi importante que l'élargissement. Et je crois qu'il serait utile un jour de partager nos expériences parce qu'on a tous ces traditions et ces expériences. En Irlande, on utilise un Citizens Assembly pour discuter des sujets les plus difficiles. Mais c'est sûr que le droit de nommer un membre de la commission touche à la perception de la légitimité des institutions européennes, au moins pour l'Irlande. Je sais très bien que c'est un combat que vous menez. Bien. Plus personne? Bien, écoutez, voilà. Ah oui, allez-y. Monsieur le Président, merci. Je voudrais seulement ajouter 2 notes aussi à propos des sujets institutionnels que je crois que nous convoquent à tous. C'est toujours des sujets qui sont très discutés. Et à notre avis, ils sont bien sûr absolument importants. Mais à notre avis, il faut qu'avant on décide quel type d'Union européenne on veut avoir après l'élargissement. Mon Premier ministre parle par exemple dans bâtiment où il y a un centre qui est partagé par tout le monde, mais après il peut avoir des choix. Ça dépend bien sûr des intérêts, des priorités des différents États membres. Ça aura bien sûr des implications aussi institutionnelles dans les politiques autres que des politiques communes. Et nous croyons que on ne doit pas commencer ce débat par les questions institutionnelles qui sont tellement divisives et tellement difficiles à mener, qui peuvent difficulter le débat sur des sujets si importants que tous les autres que nous sommes qui ont été abordés ici. La deuxième chose aussi, comme mon collègue italien a dit, nous sommes aussi très
consciente des implications que l'élargissement aura. C'est clair pour nous, par exemple, qu'on arrêtera d'être un bénéficiaire liquide du budget de l'Union européenne, mais nous sommes préparés à ça. C'est une réalité que nous avons bien compris. C'est aussi... et nous sommes prêts à aller dans ce nouveau chemin pour nous, sachant que pour ça, il faut vraiment avoir une Union européenne qui a fait des réformes nécessaires pour qu'elle puisse fonctionner. Et pour ça, il faut vraiment savoir quelle Union européenne on veut pour le futur. Merci. Très bien. La question des ressources propres est essentielle, bien sûr, sur ce que vous dites. Puis il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui étaient contributeurs nets et qui vont devenir, qui étaient bénéficiaires nets et qui vont devenir contributeurs nets. Puis il y a ceux qui étaient contributeurs nets et qui vont être encore plus contributeurs nets. Et ça, c'est dans l'esprit de nos compatriotes, un peu difficile à comprendre. Et il y a beaucoup de pédagogie à faire, comme le disait Monsieur l'ambassadeur, avec peut-être une information aux citoyens qui est beaucoup plus importante. Mais l'information aux citoyens, elle passe aussi par l'information des parlementaires. Et c'est très bien qu'il y ait eu ce soir beaucoup de sénateurs de notre commission qui étaient présents. Je vous propose qu'on se retrouve désormais au salon Beaufranc, où normalement les présidents, nombre de présidents des groupes d'amitié de la France avec vos pays sont présents dans le petit verre de l'amitié qu'on va prendre tous ensemble.